monsieur le ministre de la Police? Que me vaut la surprise d'une visite aussi matinale? Pardonnez-moi, Altesse impériale, de forcer ainsi votre porte, mais j'ai une bien fâcheuse nouvelle à vous apprendre. L'empereur? Non, madame. Votre frère se bat, donc il se porte à merveille. Il s'agit de votre neveu, le petit Napoléon Charles. Il vient de mourir du croup à La Haye. Mon frère avait mis toutes ses espérances sur la tête de cet enfant. Le sort est décidément bien cruel. Non content de le priver d'un fils, voilà qu'il lui enlève son héritier présomptif. Si par malchance, que dis-je par malchance, si par malheur, il venait à être... Qui assurerait l'avenir? Qui? Comptez pas que je pleure, Caroline, pas devant vous. Vous attendez le retour de l'empereur pour cela. Il vous bat froid depuis quelque temps, il me semble. Le problème de sa succession le tourmente, vous le savez bien. Vous n'avez jamais manqué aucune occasion de me le rappeler. Mais aujourd'hui, dans une circonstance qui m'afflige, je trouve cette allusion d'un goût détestable. Tout le monde se tait. D'ici peu, chacun parlera. Et j'aurais eu seul le courage d'en parler la première. Car enfin, qui succédera à Napoléon? Murat, votre mari. Vous êtes bien agité ces temps derniers avec Fouché. Vous n'êtes pas en peine de calomnie. Une sœur, faire cela à un frère. Le monde étant ce qu'il est, on ne voit pas de quoi en être surprise. Cet enfant est mort. Pourquoi? Je l'aimais. Je m'attachais encore à Joséphine, à défaut d'avoir un fils d'elle. J'avais du moins son petit-fils. Il m'aurait peut-être succédé. Lui parti, que me reste-t-il? Vous êtes l'empereur. Et vous avez la charge de tous les Français. Ils ne m'aiment pas. Ils ne me comprennent pas. Ils vous craignent. Et vous admirent. Vous avez fait renaître l'empire de Charlemagne. Mais il faut leur donner maintenant des garanties pour l'avenir. Les Français sont las de la guerre, sire. Songez que nous nous battons depuis bientôt 20 ans. Monsieur de Talleyrand, croyez-vous que ce soit pour mon plaisir que j'arpente les champs de bataille d'un bout de l'année sur l'autre? La France est ingouvernable. Rien que des oppositions stériles. Je vais vous confier un secret, monsieur de Talleyrand. Je fuis dans la guerre pour que la France et ses banquiers me foutent la paix. Si votre Majesté me le permet, je lui ferai observer qu'il y a comme une contradiction dans son raisonnement. On ne peut à la fois fuir et conquérir, fuir et gouverner. On ne peut s'occuper du destin de la France et du sort des Français. D'ailleurs, il déteste en moi cet amour de la grandeur. Ces boutiquiers ne comprennent pas que les frontières de ce pays m'étouffent. C'est l'Europe maintenant que je veux. Et après l'Europe? Les Indes, l'Afrique, l'Amérique du Sud, le reste. Tout le reste. Et qu'adviendra-t-il lorsque vous ne serez plus là? Toute cette œuvre disparaîtra donc avec vous. Je m'en inquiète, monsieur de Talleyrand. Et souvent, cette idée, la nuit, me réveille et me tourmente. Vous êtes jeune, sire.
remariez-vous. Une alliance avec une princesse étrangère vous assurerait la première puissance dont vous rêvez et un fils qui vous succéderait. Et l'impératrice? Que deviendra l'impératrice? Chère maman, je crois que je ne survivrai pas à un pareil chagrin. Je t'y aiderai, mon chéri. Nous nous aiderons l'une l'autre. Je vais dire à Louis que je t'emmène avec moi. À moins que tu n'y tiennes. Jamais Louis n'acceptera de me voir partir avec vous. Il a les nerfs malades. Vous le savez bien. Il t'a fait tellement souffrir. Si la mort de mon enfant peut nous rapprocher un peu, je puis bien le supporter encore. La voilà qui vient. Je vous promets qu'elle va reprendre sa fille. Comme toutes les mères en pareilles circonstances. Jamais. Pardonnez-moi, Caroline, mais j'ai une faveur à demander à Louis. Pouvez-vous nous laisser un instant? Comme notre chère Hortense est très affligée par la mort de cet enfant, j'ai pensé, si cela ne contrarie pas trop vos projets, de l'emmener quelques jours avec moi à Fontainebleau. Je ferai tout pour adoucir sa peine et je vous la renverrai dès que la plaie sera pansée. Hortense rentrera en Hollande avec moi. Nous quitterons Bruxelles demain matin. Elle vous a vu, cela suffit. Et pour le reste, je m'en charge. Mais sur quel ton vous me parlez? Vous me haïssez donc tant? Comme tout un chacun, ni plus, ni moins. Son Altesse impériale, le maréchal Murat. Madame, je présente toutes mes condoléances à votre majesté. Avez-vous vu l'empereur? Non, madame, j'ai quitté Berlin il y a 5 jours. Et ce n'est qu'en arrivant en Belgique que j'ai appris cette triste nouvelle. Selon toute vraisemblance, il la connaît aujourd'hui. Et il en aura beaucoup de peine. Comme nous tous. Comme vous surtout, madame. Savez-vous si l'empereur se porte bien? Aux dernières nouvelles, sa santé était excellente. Savez-vous qu'il me manque? À vrai dire, je ne supporte plus ces longues séparations. Et dans cette épreuve que nous traversons, j'ai besoin de sa présence. Oui, je sais, madame. J'ai beaucoup à me faire pardonner. Je m'y emploie, soyez-en assurée. Je crains, madame, que ces efforts ne soient bien tardifs. L'avenir nous le dira. Pour le moment, j'ai mieux à faire. J'ai une fille à consoler et un petit-fils à pleurer. Si vous ne respectez pas notre personne, au moins respectez notre chagrin. Pardonnez-moi, madame, pouvez-vous m'accorder quelques instants d'entretien, malgré l'heure tardive? Ce que vous avez à me dire est donc si important, cela ne peut pas attendre demain. Vous partirez tôt pour la chasse, et je n'aurai pas l'occasion de vous parler en tête-à-tête, comme ce soir. Venez puisqu'il le faut. Eh bien, monsieur Fouché, je vous écoute. Votre Majesté sait que les Anglais ne désarment pas, et qu'ils s'acharnent même contre les armées de l'empereur, partout où elles se trouvent. Et vous ne m'apprenez rien, en effet. Je me suis demandé pourquoi les Anglais redoublaient d'intentions belliqueuses à l'endroit de l'empereur.
Je me suis informé. Et j'ai appris par les services de la vie même de Wellesley qu'ils sont encouragés dans leurs entreprises contre l'empereur, comme dans leur refus de faire la paix, par la seule pensée qu'étant sans enfant, et par conséquent sans succession, l'empereur entraînerait dans sa mort, toujours possible, le gouvernement tout entier. Et je sais par ailleurs que l'empereur est conscient de cet état de fait. Mais vous connaissez son attachement à votre personne. Jamais il ne se décidera seul à demander à l'impératrice de s'effacer. Je connais assez votre majesté pour savoir qu'elle est capable d'un geste héroïque et qu'au lieu d'attendre une décision de l'empereur, elle décidera la première de prendre les devants et de s'immoler à l'intérêt public. Monsieur Fouché, venez-vous de la part de l'empereur? Non, sans doute. Mais mon dévouement à la dynastie m'oblige à parler comme je le fais. Alors je ne vous dois aucun compte. Je m'expliquerai avec l'empereur. Ah, j'oubliais. J'avais préparé cette lettre à votre intention, au cas où vous n'auriez pas eu la possibilité de me recevoir. Je souhaite une bonne nuit à votre majesté. Que se passe-t-il, Claire? Venez vite, mon ami. L'impératrice veut vous voir de toute urgence. Je vous en prie, madame. Ressaisissez-vous. Tout cela, ce sont des intrigues de palais misérables. L'empereur est en dehors de tout cela. Ils ne désarment pas, ils veulent que je m'en aille. Ils me haïssent, ils m'ont toujours haï. Et ce problème de succession n'est qu'un nouveau prétexte. C'est une lettre bien singulière. Je vous conseille d'aller à cet instant même chez l'empereur. Faites-lui lire cette lettre et observez-le. Montrez-vous irrité par ce conseil détourné. Et déclarez-lui à nouveau que vous n'obéirez qu'à un ordre positif qu'il prononcera lui-même. Eh bien, l'impératrice est-elle allée chez l'empereur? Non, pas encore. Je n'ai pas pu. Ah oui, Constant m'a dit que vous vouliez me parler. Vous voyez, je vais sortir. Quelques mots seulement, sire. Ma présence matinale prouve assez l'importance de l'affaire. Parlez. Je suis pressé. Le ministre de la police a demandé audience auprès de l'impératrice. Et il lui a demandé abruptement de se retirer. Qu'a répondu l'impératrice? Elle l'a congédié. Mais après son départ... J'en foutre des ministres, je vous demande un peu. Ou a-t-il reçu mission de se mêler de ma vie privée? Je vais lui apprendre, moi, à s'occuper de ses... Vous pouvez en être certaine. Joséphine, ma douce, ma belle. Je me demande comment Fouché a osé. L'ignoble. Je vois bien qu'il t'a fait de la peine. Regarde-moi ce pauvre visage. C'est affreux, n'est-ce pas? Affreuse, mais non. Quelle idée. Je te l'ai toujours dit, je te le redis encore, Joséphine. Les larmes te vont bien. Ils veulent que je m'en aille. Comment peux-tu penser que je te laisserai partir? Après tout ce que nous avons vécu ensemble.
Tu ne laisseras pas partir ta Joséphine. Promets, promets-le. Il faut que je parte maintenant. Pourquoi mon cœur bat si fort lorsqu'au matin un pas résonne? Pourquoi faut-il qu'au lourd chagrin un cœur si tendre s'abandonne? L'amour, dis-tu, est si fragile qu'à peine né, il s'éparpille. Printemps, été, automne, hiver, l'amour s'en va et le temps passe et je regarde dans ma glace ce premier pli au coin des yeux. Monsieur Fouché, depuis quelques jours, il me revient de votre part des folies. Il est temps que vous y mettiez un terme. Et que vous cessiez de vous mêler directement ou indirectement d'une chose qui ne saurait vous regarder d'aucune manière. Mon cher ministre, vous venez de vous faire taper sur les doigts. Vous voulez précipiter cette affaire de divorce. L'impératrice vous hait. Rien ne presse. Patientez et laissez les choses se démêler d'elles-mêmes. Et si l'empereur venait à disparaître? Le roi reviendrait. N'ayez pas peur. Je plaisantais. Pourquoi s'acharner contre cette malheureuse impératrice? Elle peut encore espérer une maternité. Corvisart est formel, l'impératrice est stérile. Nous trouverons d'autres arrangements. Laissez donc l'impératrice sur son trône. Elle n'y fait point d'intrigue. Une femme de son intelligence est une chose trop rare pour ne pas la conserver à la place qu'elle occupe. Vous êtes bien le seul que sa couronne ne gêne pas. De votre part, cela m'étonne. Je vous le redis, monsieur le ministre de la Police, patience. La politique est affaire de temps. Les hommes politiques courent toujours au plus pressé pour plaire à l'opinion. Ils colmatent les brèches. Un trou est-il bouché qu'ils courent déjà à un autre. Et jamais ils ne s'arrêtent pour réfléchir d'où vient le torrent, où s'en va le fleuve. Je n'apprécie guère, sire, les manières de faire de monsieur Fouché. Ce sont des procédés de policiers indignes de la majesté de l'empereur. Merci, monsieur de Talleyrand. Fouché n'a pas la manière. Il a la manière forte, c'est son métier qui l'exige. Monsieur Duroc, je vous en prie, auriez-vous l'obligeance d'aller chez l'empereur? Nous venons de recevoir une fâcheuse nouvelle. La mère de Sa Majesté l'impératrice vient de mourir. Mais enfin, Bonaparte, tu n'en as donc pas assez de ces Beauharnais? Qu'ont-ils de si extraordinaire que tu les aimes tant? Alors que nous sommes en faute d'un bout de l'année à l'autre. C'est trop injuste, Bonaparte! J'en peux plus. Allons, ne pleure pas, je n'aime pas ça. Et moi, croyez-vous que cela me plaise? Et Dieu sait que pendant vos absences, j'ai eu souvent des motifs de pleurer. Oh, tu ne m'aimes plus, Bonaparte. Tu ne me regardes plus. Tu n'aimes que ta vieille qui n'est même pas capable de te donner un enfant. Et moi, quand je te demande quelque chose pour Murat, tu n'as que des rebuffins de mon sujet. Sire. Nous venons d'apprendre la mort de Madame de la Pagerie. Voilà
qui est bien triste et fâcheux. Toute la cour va prendre le deuil. En novembre, Fontainebleau sera sinistre. Moi, je rentre à Paris. Pauvre maman, je ne la reverrai donc pas une dernière fois. Je ne l'ai pas revue depuis 18 ans. Décidément, depuis quelque temps, le sort s'acharne sur moi. Je suis très chagriné pour vous, madame. Merci, mon bon Duroc. Il va falloir songer au deuil. Voulez-vous faire venir mon couturier, je vous prie? Qu'y a-t-il? Vous voilà tout rouge. C'est que... Parlez. Je suis honteux d'avoir à vous annoncer une chose pareille. L'empereur a demandé que la cour ne porte pas le deuil. Pourquoi donc? L'impératrice perd sa mère et la cour continuera de valser? L'empereur a ajouté que personne à la cour ne connaissait Madame de la Pagerie et qu'en conséquence, il ne voulait pas lui imposer ce deuil. Madame Murat était là, n'est-ce pas? Oui. Oui. Mais comment votre Majesté le sait-elle? J'ai reconnu sa patte. Comment as-tu osé me faire un pareil affront? M'envoyer Duroc, m'interdire le deuil? Et pourquoi pas les larmes? Est-ce ainsi qu'un mari doit traiter sa femme? Calme-toi, Joséphine, je ne voulais pas attrister la cour avant mon départ, c'est tout. Non, Bonaparte, ne me raconte pas de mensonges. Je suis... Tu veux m'éloigner pour épouser une femme plus jeune qui te donnera un fils. Mais voilà que ma mère vient à mourir. Alors devant ce deuil inattendu, tu te dis comment décider de l'affaire sans passer pour une brute aux yeux de la cour et de l'opinion. Tu es complètement folle. On ne met pas à la rue une épouse en deuil. Ça ne se fait pas, ce n'est pas convenable. Alors pour éviter les faits, on supprime la cause. N'ai-je pas raison? Parle, explique-toi! Je te l'ai dit, Joséphine. Je ne voulais pas attrister la cour avec ce deuil. Pourquoi pleurer une dame? Ma mère. Une dame qui n'a jamais daigné quitter sa Martinique. Une femme, enfin, que je ne connais même pas. Elle était en mauvaise santé, elle n'a jamais pu supporter le voyage. Eh bien, moi, je ne supporte pas le noir. Il porte malheur, et ce n'est pas de ça dont j'ai précisément besoin en ce moment. Demain, je pars encore. Pourquoi attrister cette séparation? Est-ce que tu comprends, Joséphine? Est-ce que tu entends mes raisons? La seule chose que je comprenne, c'est que tu veux te séparer de moi. Et moi, je suis malheureuse. C'est la seule raison que j'entends. Après tout ce chemin ensemble, jamais. 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 Pourquoi pars-tu pour l'Allemagne? La politique n'est pas l'affaire des femmes. La politique est bien l'affaire des femmes quand elles les séparent de leur mari. Que vas-tu faire à Erfurt? M'assurer que le tsar ne me tirera pas dans le dos quand je serai occupé en Espagne. Voilà. Êtes-vous satisfaite, madame? La bulle d'or a été déclarée en 1787. Comment se fait-il que votre Majesté sache si bien ces choses? Regardez même l'église s'abaisse. La bassesse n'a jamais eu autant de génie. Tout le monde flatte la crinière du lion. Il les dévorera tous. Je vous admire beaucoup, monsieur Goethe. Vous êtes un grand homme. Savez-vous que j'ai lu toute votre œuvre et Werther plusieurs fois, bien que je n'en aime pas beaucoup la fin. Je crois bien, sire.
Il vous déplaît qu'un roman prenne fin? Dans les tragédies, on ne devrait plus faire intervenir le destin. Ces temps sont révolus. Le destin, c'est la politique. Vous devriez écrire la mort de César, mais d'une manière plus digne et plus grande que ne l'a fait Voltaire. Dans cette tragédie, il faudrait montrer au monde comment César aurait pu faire le bonheur de l'humanité si on lui avait laissé le temps d'exécuter ses projets. Venez à Paris, monsieur Goethe. Je le réclame de vous. Monsieur de Talleyrand, nous nous reverrons tout à l'heure. Mon frère, vous ne dansez pas? 40 ans sont 40 ans. Voilà bien mélancolique que vous montrez à cette brillante société. Un visage bien triste pour un vainqueur. Ce que je vais vous dire vous étonnera. La vie agitée me fatigue. Je n'aspire qu'au moment où je pourrai sans inquiétude me livrer aux douceurs de la vie intérieure, à laquelle tous mes goûts m'appellent. Mais y a-t-il un intérieur sans enfant? Et puis-je en avoir? Ma femme a 6 ans de plus que moi. Oh, je vous demande pardon, tout ce que je vous dis là est peut-être ridicule et même déplacé. Mais voilà, je sais le mouvement de mon cœur, qui se plaît à s'épancher dans le vôtre. Vous trouverez toujours en moi un ami véritable. Je le sais. Toutes ces dames attendent, Majesté. Vous venez me demander si j'ai été sincère avec le tsar. Hein? Reconnaissez que je vous ai étonné. En effet, il est peu dans vos habitudes de vous confier à des ennemis. Et vous voilà piqué de ne pas être dans la confidence. Piqué, non. Intrigué. Ou plutôt, pour être exact, impatient de savoir si vos pensées les plus intimes rejoignent mes préoccupations les plus secrètes. Parlez franc, Talleyrand. Vos circonlocutions sont trop compliquées. Il se fait tard. La raideur de votre majesté me surprend toujours. Je n'ai pas l'habitude d'aller droit au but. Un défaut d'éducation, peut-être. Ou de nature. Je vous écoute. Je vous l'ai dit. Le souci de votre succession me préoccupe. Et tant de personnes sont acharnées à ce problème que je me demandais si vous l'envisagiez. Oui. Ma destinée l'exige. Et la tranquillité de la France me le demande. Je n'ai pas de successeur. Mon frère Joseph n'a que des filles. C'est moi qui dois fonder une dynastie. Et cette dynastie, je ne puis la fonder qu'en m'alliant à une princesse qui appartienne à une des grandes maisons régnantes de l'Europe. L'empereur Alexandre a des sœurs. Il y en a une dont l'âge me convient. Parlez de cela à Romanzov. Dites-lui que mon affaire d'Espagne finie, j'entrerai dans toutes ses vues pour le partage de la Turquie. Ainsi donc, votre majesté est tout à fait décidée à quitter l'impératrice. Il le faudra bien. Ce sera pour elle une séparation tragique. La politique est tragique, monsieur de Talleyrand. Allez, bonne nuit. Et voyez notre affaire. Savez-vous que votre empereur veut décider lui-même des raisons d'une guerre entre la Russie et l'Autriche? Il veut même que j'emmène des troupes sur la frontière autrichienne. A-t-il oublié que je suis le tsar et que c'est moi qui commande? Sire,
C'est à vous de sauver l'Europe. Et vous n'y parviendrez qu'en tenant tête à l'empereur. Le peuple français est civilisé. Son souverain ne l'est pas. Il veut l'Europe. Toute l'Europe. Il épousera une princesse étrangère pour faire une alliance, fonder une dynastie. Il débitera l'Europe en pièces, couronnera ses frères et sœurs. Sa folie de puissance ne s'arrêtera jamais si un homme tel que vous ne désarme son bras. Sauvez l'Europe, sire, avant que la tyrannie de l'empereur ne la mette à genoux. Je n'y comprends rien. Je n'ai rien pu faire avec le tsar. Je l'ai retourné dans tous les sens, je n'ai pas avancé d'un pas. Avez-vous parlé à Romantsov de notre affaire? Il m'a promis de nous faire parvenir une réponse au plus vite. Il craint que la tsarine ne veuille se séparer d'une fille aussi jeune. Rien ne va comme je le veux. Qu'est-ce que j'entends, madame? Vous êtes allée à la comédie et vous y avez ri aux éclats, et cela en plein deuil. Décidément, les années passent, mais vous restez la même. Majesté, j'ai pitié de vous. Merci, monsieur de Talleyrand. J'en ai bien besoin. Pourtant, je me suis laissé dire que vous n'étiez pas hostile au divorce. S'il plaît à votre majesté de le croire, je ne puis l'en empêcher. L'histoire plaidera en ma faveur. Plus tard. Hélas, monsieur, l'histoire va vite. Et je crains de n'avoir pas le temps d'apprécier vos intentions à leur juste mérite. Comment s'est passée l'entrevue d'Erfurt? J'aurai grand plaisir à en rendre compte à votre majesté. Mais pas dans ce vestibule. C'est ainsi que l'on traite une épouse qui vous a attendu si longtemps. En quoi votre sœur a-t-elle plus de droit à votre affection quand vous rentrez en foyer? Je vous le demande. Ne recommençons pas, je te prie, ces incessantes querelles, je n'en ai ni le goût ni le courage. Ce voyage m'a épuisé. En êtes-vous satisfait, au moins? Non. Pour cela que vous êtes de méchante humeur avec moi? Sans doute. Joséphine, j'ai à te parler de quelque chose de très grave. Là, maintenant, si vite? Il faut nous séparer, Joséphine. J'ai besoin d'assurer ma succession. Comme tu ne peux plus avoir d'enfants, il faut que nous divorcions. Le problème est clair. Lumineux, tu tranches, tu décides. On se croirait sur un champ de bataille. La politique n'a pas de cœur, Joséphine. Elle n'a que de la tête. Tenez-vous après que les peuples soient malheureux. Le pays exige de moi un héritier. Je l'ai entendu crier 100 fois sur mon passage. Il faut lui en donner un. Et comment si nous restons mariés? Pour lui adopter un de tes bâtards. La petite de Noël de la Plaine va bientôt accoucher. La France ne voudra jamais d'un bâtard. Un bâtard pour Napoléon. J'entends déjà crier les partis. Sans compter les journaux. Je pourrais simuler une grossesse, là, c'est déjà vu. Qui te croirait? La stérilité est la fable de toute la cour. Alors ce n'est pas encore assez, jusqu'où faut-il que je m'abaisse? Calme-toi et essaie de me comprendre. Ce sont des raisons politiques qui m'obligent à te quitter. J'aurais volontiers fini mes jours auprès de toi, mais je ne le peux pas. Est-ce que tu peux comprendre ça? L'ambition, tu es malade d'ambition. Mais qui fait la politique sinon toi? Et qui a du cœur sinon la pauvre Joséphine? Il est bien tard pour m'aimer, Joséphine.
Il fallait aimer Bonaparte quand il en était encore temps. Tristes ornements. Je ressemble à une vieille reine de théâtre. Des bijoux, des phares, des atours. Et dessous une femme, vieillissante et mal aimée. Tous me regardent comme une bête. Vais-je, oui ou non, donner un fils à l'empereur? Pas une fille, non. Ça n'a même jamais été envisagé. Un fils. Un mâle. La femme que je suis, il s'en moque. La mère que j'ai été et que je suis encore, ils l'ont oublié. C'est la génitrice qui les passionne. La femelle. L'être le plus déshérité peut se réfugier au creux de lui-même. Moi, ils ne m'ont donné que le dégoût de moi-même. Ce corps autrefois si gracieux, qui me donnait tant de plaisir, me fait maintenant horreur. Je le lave, je le ponce, je le parfume pour éviter qu'il m'habite. Je le cache sous l'or et sous la soie. Qui se souvient de la petite fille que j'étais? Qui connaît en moi la femme qui aime? Qui? L'empereur est bien cruel avec l'impératrice. Il part pour l'Espagne sans un regard. Il ne pense qu'à sa gloire. Il faut reconnaître qu'elle se porte assez mal. Faut-il s'en réjouir? Avons-nous de meilleures nouvelles d'Espagne? Préoccupante. L'empereur ne nous avait pas habitués à des victoires incertaines. On tremble pour lui. Nous ne cessons pas de trembler, il est vrai. Il serait grand temps qu'il dépose les armes. Et qu'il fixe les bornes de son ambition. Si le régime venait à s'effondrer, qu'adviendrait-il? Le chaos. Vous n'êtes plus pour Murat? Je suis fatigué des soldats. Et la France aussi. Mon cher Fouché, nous n'avons pas du tout la même conception du destin de la France. Nous arrivons de bords politiques différents. Mais nous sommes d'anciens prêtres. Évidemment, cela crée des liens. Des hommes comme vous et moi doivent trouver dans leur foi le remède aux maux du régime. Si ce remède s'appelle Louis XVIII, j'ai lieu de m'inquiéter. Que deviendrait Joseph Fouché? Ministre de la police. Vous croyez? J'en suis convaincu. On nous regarde. Oui, oui. Les banquiers ont les yeux fixés sur nous. Monsieur Fouché,
Juste un dernier mot. Ne faites rien contre l'impératrice. Si vous me le demandez, je m'en garderai bien. Après ce qui s'est promis ce soir. Pourtant, l'idée de ce divorce venait aussi de vous. Je vous parlais de patience. Elle est à bout. L'impératrice en place nous préserve de la folie impériale. Elle partie, c'est l'aventure et la guerre, monsieur Fouché. Ainsi, messieurs, en mon absence, on a douté de moi. On a même envisagé ma mort et déjà formé un gouvernement sans moi. Je ne vois ici que trahison. Monsieur de Talleyrand, Monsieur de Talleyrand, vous êtes un lâche. Un homme sans foi. Vous ne croyez pas en Dieu. Vous avez toute votre vie trompé, trahi tout le monde. Il n'y a rien pour vous de sacré. Vous vendriez votre père. Je vous ai comblé de biens. Et il n'y a rien dont vous ne soyez capable contre moi. Ainsi, depuis 10 mois, vous avez eu l'impudeur, parce que vous supposez à tort et à travers que mes affaires d'Espagne vont mal, de dire à qui veut l'entendre que vous avez toujours blâmé mon entreprise sur ce royaume, alors que c'est vous qui m'en avez donné la première idée, qui m'y avez persévéramment poussé. Vous mériteriez que je vous brise comme du verre. Mais je vous méprise trop pour cela. Pourquoi ne vous ai-je pas fait pendre aux grilles des Tuileries? Mais il en est encore temps. Tenez, vous êtes de la merde. Vous êtes de la merde dans un bas de soie. Écoutez cela, Madame de Rémusat. C'est une lettre de l'empereur, elle vient d'Autriche. Mon ami, je pars dans 1 heure, j'arriverai à Fontainebleau le 26 ou le 27. Tu peux t'y rendre avec quelques dames. Pourquoi Fontainebleau? Le chemin pour la Malmaison est beaucoup plus court, je ne comprends pas. L'impératrice n'est donc pas là? Pas encore arrivé. Quelle heure est-il, Duroc? 8 heures, Majesté. Une demi-heure plus tôt et tout le monde dormait. Monsieur Cambacérès, vous êtes en retard. Est-ce ainsi que tout va dans ma maison dès que je tourne le dos? Je vérifiais les nouveaux aménagements intérieurs avant l'arrivée de votre Majesté. Duroc, quelle heure est-il? 8h01, Majesté. Pensez-vous que l'impératrice arrivera bientôt? Je l'ignore, votre Majesté. Je vais envoyer un courrier à la Malmaison. N'en faites rien, j'attendrai. À Cambacérès, il y a des batailles plus faciles à livrer que celle qui m'attend maintenant. Je suis déterminé à divorcer. L'impératrice sera malheureuse. Moi aussi. L'empereur est arrivé, Votre Altesse. Il y a longtemps? Ce matin à 8h.
Ah, vous voilà, madame, vous faites bien, car j'allais partir pour Saint-Cloud. Alors ne pleurez pas, vous savez très bien que je n'aime pas ça. Allez vous préparer pour le dîner. Agathe. Agathe. J'ai vu. Qu'est-ce que vous avez vu? Le mur. Qu'avez-vous à répondre à cela? Que j'ai fait construire un mur pour séparer nos appartements. C'est clair, il me semble. Il y avait peut-être un moyen plus délicat de me faire savoir que tu ne me désirais plus. On n'insulte pas ainsi une femme que l'on a aimée. Regarde-moi, Bonaparte. Pourquoi veux-tu me quitter? N'étions pas heureux. Le dernier commis d'un de mes ministres est plus heureux que moi. Pour être heureux, il faudrait ne pas être tourmenté sans cesse par ta jalousie, tes éternels soupçons. Fondé, il me semble. Il n'y a pas une seule de mes lectrices autour de moi qui ne soit passée par ton lit sans compter les Walewska glanés sur les champs de bataille. Tu vois? Tu vois les folies que tu t'es mises en tête? Et puis même si c'était vrai, tu devrais moins t'inquiéter de mes fredaines que de ton incapacité à les satisfaire. On critique toujours les hommes qui courent le jupon. Est-ce qu'on a bien regardé l'épouse? D'ailleurs, un militaire a droit à certains écarts. Voilà 7 mois que je suis absent. Comment veux-tu qu'un homme normalement constitué se prive de ce petit plaisir quand il peut mourir chaque jour? Je te ferai remarquer que c'est toi qui parles de ce sujet. Moi, je parle de notre bonheur. Tu es mon mari et tu veux m'éloigner. Là est le problème, pas ailleurs. Alors je te le demande une dernière fois, pourquoi veux-tu me quitter? Nous sommes tout dit. Pourquoi me redemander de t'expliquer encore une fois que notre histoire est finie, Joséphine? Parce que les temps exigent de moi autre chose. L'heure n'est plus de me demander si je t'aime encore ou si je te trouve trop vieille ou pas assez désirable. Le problème est de m'aider. Aide-moi. Aide-moi à prendre une décision qui m'est plus pénible que tu ne penses. Je ne prendrai pas la décision de divorce pour une raison fort simple. Et laquelle, je te prie? Parce que tu es mon mari et que je suis ta femme. Je ne partirai pas la première. Cet amour est à moi, cette position est la mienne, c'est toi qui m'as couronnée. De tels honneurs valent bien qu'on ne le quitte pas de son plein gré. Si tu divorces, la France saura que c'est toi qui me chasses. Et elle n'ignorera ni mon obéissance, ni ma douleur. Si tu m'aimais, tu divorcerais. Jamais. Je te donnerai 5 millions par an et une souveraineté dont Rome sera le chef-lieu. Je ne suis ni à vendre, ni à acheter. Je ne divorcerai pas malgré toute la fortune et tous les titres que tu pourras mettre à mes pieds. C'est bien la première fois que je te vois refuser de l'argent. Je ne divorcerai pas parce que je ne veux pas que tu épouses une princesse russe ou autrichienne. La bonne raison. Je ne divorcerai pas pour une raison que tu ne peux même pas soupçonner. Cette femme te donnera un royaume, un fils. Peut-être, car rien n'est sûr. Tu auras l'Europe. Mais ton ambition, toujours insatisfaite, réclamera d'autres royaumes. Un autre divorce, peut-être. Ta puissance deviendra tyrannie. Et le monde se retournera et t'écrasera sous lui. Sans moi, tu es perdu. Ceux qui t'entourent me détestent parce que je suis le calme et le bonheur. Pour cette raison que les Français m'aiment. Tes frères et tes sœurs veulent la guerre, toujours la guerre. Ils veulent débiter l'Europe en royaume. Ils attendent que tu leur donnes les morceaux, comme des chiens à la curée. Et toi, tu seras dévoré à ton tour. Divagation de bonne femme. Tais-toi, tu deviens vieille et ennuyeuse, Joséphine. Je divorcerai, c'est dit. Alors tout est fini?
Tout est fini. Il y a de l'orage dans l'air. La question du divorce s'agite plus vivement que jamais. N'ouvrez pas. Il est plus convenable d'attendre que l'empereur vous appelle. Beausset, entrez et fermez la porte. Non, ce n'est pas possible, je n'y survivrai pas. Non. Êtes-vous assez fort pour enlever l'impératrice et la porter chez elle? Duroc, appelez Corvisart, l'impératrice est indisposée. Madame de Rémusat, allez chercher la reine Hortense. Je pensais que vous auriez mieux préparé votre mère à la nouvelle que je viens de lui apprendre. Comment est-elle? Elle a repris ses esprits. Elle pleure beaucoup. Le divorce était inévitable. C'était pour moi un devoir rigoureux. Je la plains de toute mon âme, mais rien ne me fera revenir, ni larmes ni prières. Vous êtes le maître de faire ce qu'il vous plaira, sire. Vous ne serez inquiété par personne. Par votre conscience peut-être, mais c'est à faire avec vous-même. Et puisque votre bonheur l'exige, nous saurons nous sacrifier. Mais ne soyez pas surpris des larmes de ma mère. Après 15 ans de mariage, il serait étonnant qu'il en fût autrement. Nous nous en irons tous conservant le souvenir de vos bontés. Vous me quitterez donc tous, et je resterai seul. Vous ne m'aimez donc plus? À défaut des Beauharnais, vous aurez les Bonaparte. Mais vous êtes une Bonaparte par votre mariage. Faut-il que je m'en réjouisse? Un mari malade, atrabilaire et vindicatif qui ne me parle que pour m'insulter. Il vous a donné 3 fils. Ne me les a-t-il pas assez reprochés? Décidément, je n'aurais fait le bonheur de personne. Sire, permettez que je me retire. Je me dois à ma mère. Elle a besoin de moi. Vous ne serez plus ma petite fille? Nous ne pouvons plus vivre auprès de vous. C'est un sacrifice à faire. Nous le ferons. Si ce n'était que mon bonheur, je vous le sacrifierais volontiers. Mais c'est celui de la France. Plaignez-moi plutôt d'être forcé de le faire en renonçant à mes plus chères affections. Dans ce pénible moment que traverse notre famille, je voulais vous exprimer clairement les dispositions que je viens de prendre. De cette façon, l'inquiétude de l'avenir ne s'ajoutera pas inutilement aux tourments du présent. Joséphine, après notre séparation, recevra un apanage princier en Italie, comme je le lui ai promis. Hortense, qui veut se séparer de mon frère Louis, verra l'avenir de ses fils et le sien assuré. Quant à Eugène... Pardonnez-moi de vous interrompre, sire. Mais comme Hortense vous l'annonçait pour elle-même, je me retirerai aussi avec ma mère. Eugène, je vous ai tenu lieu de père. Ne m'abandonnez pas, j'ai besoin de vous. Si vous ne voulez pas que la postérité dise « L'impératrice fut renvoyée parce qu'elle le méritait », restez auprès de moi. Puisque vous m'offrez, selon votre expression, un apanage princier en Italie, Eugène pourrait recevoir le royaume d'Italie, ne pensez-vous pas? Ma mère, qu'il ne soit nullement question de moi. Votre fils ne voudrait pas d'une couronne qui serait le prix de votre séparation. Je reconnais bien là le cœur d'Eugène. Eh bien, envisageons l'Italie, puisque ce pays a toujours été pour vous celui du bonheur.
Vous avez été réunis ici pour entendre la décision que l'impératrice et moi avons été dans l'obligation de prendre. Nous divorçons. Dieu sait combien une pareille résolution a coûté à mon cœur. Mais il n'est aucun sacrifice qui soit au-dessus de mon courage lorsqu'il est démontré qu'il est utile au bien de la France. J'ai besoin d'ajouter que loin d'avoir jamais eu à me plaindre, je n'ai au contraire qu'à me louer de l'affection et de la tendresse de ma bien-aimée épouse. Elle a embelli 15 ans de ma vie. Le souvenir en restera gravé dans mon cœur. Je veux qu'elle conserve le rang et titre d'impératrice couronnée, mais surtout qu'elle ne doute jamais de mes sentiments et qu'elle me tienne toujours pour son meilleur et son plus cher ami. Avec la permission de notre auguste et cher époux, je dois déclarer que, ne conservant aucun espoir d'avoir des enfants qui puissent satisfaire les besoins de sa politique et l'intérêt de la France, je me plais à lui donner la plus grande preuve d'attachement et de dévouement qui ait jamais été donnée sur la terre. Je tiens tout de ses bontés. C'est sa main qui m'a couronné, et du haut de ce trône, je n'ai reçu que des témoignages d'affection et d'amour du peuple français. Monsieur Duroc, savez-vous où se trouve l'empereur? Il est parti quelques jours faire une retraite au Grand Trianon. Lui que je l'aimerai toujours et que je le supplie de ne pas m'oublier. Je suis morte. Partons vite. Et maintenant, que va-t-il se passer? La guerre, mon ami, toujours la guerre. L'impératrice partie, l'ambition de l'empereur est désormais sans limite. Rien ne l'arrêtera avant qu'il ne soit maître de l'Europe. Monsieur Ouvrard, êtes-vous libre en ce moment? Mes valises sont prêtes en permanence. Je suis un banquier ruiné. Il s'agit d'une mission délicate que j'aimerais vous confier, connaissant votre tact et votre délicatesse. Si je puis m'en acquitter.
De quoi s'agit-il? Donnez-moi d'abord votre parole que rien ne sortira d'ici, quelle que soit votre réponse. Vous l'avez. Il s'agit d'un voyage en Hollande. Vous partirez avec un officier irlandais, Sir Fagam, qui pourra contacter le marquis de Wellesley, secrétaire aux affaires étrangères. Une fois ce contact pris, vous tâterez l'anglais. Il faudrait l'amener à une offre de paix que l'empereur serait bien obligé d'accepter. Mon cher fils, voici 4 ans que je vis retiré dans cette malmaison, dont le nom, hélas, justifie aujourd'hui le sort qui est le mien. Je ne sais si je retrouverai la force d'aller jusqu'à Milan vous embrasser. Pourtant, mes petits-enfants me manquent, ainsi que toi, mon cher Eugène, et ta femme si douce. L'empereur me fait connaître régulièrement de ses nouvelles, tantôt heureuses, tantôt alarmantes. Et de plus en plus, les secondes, hélas, l'emportent sur les premières. Ce fils tant désiré et enfin obtenu se paie de bien des vicissitudes. La campagne d'Espagne a tourné au désastre, et que dire de celle de Russie où 380 000 hommes ont disparu, corps et biens. Où est la gloire de l'Empire? L'Europe s'est coalisée contre Napoléon. Les nouvelles les plus inquiétantes m'arrivent de toutes parts. On dit que Blücher, Kutuzov, Metternich sont aux portes de Paris. Je tremble pour l'empereur. Ma peur de le perdre est devenue constante. Et lorsque j'entends sonner les cloches de Rueil, je me demande avec effroi si ce n'est pas le glas du régime qui bat lugubrement à travers le pays. Oui, la pluie n'a pas cessé depuis 3 jours. L'empereur sera trempé jusqu'aux os. Quelle nouvelle? Vous avez l'air toute bouleversée. Les plus graves qui se puissent imaginer. Marmont et Mortier viennent d'être défaits par Schwarzenberg à la ferrée champenoise. La route de Paris est ouverte. Nous sommes perdus. Et que fait l'empereur? Le roi Joseph a réuni le conseil de régence. L'impératrice Marie-Louise et le roi de Rome partiraient aujourd'hui même pour Blois. Que fait l'empereur? Il vient de quitter Troyes et monte vers Paris. On dit que la bataille de Paris sera terrible. C'est affreux. Mais nous serons massacrés, violés peut-être. Écoutez, mais calmez-vous, mesdames, je vous en prie. Et quand bien même nous mourions. Nous vous en parlez à votre aise, vous. Nous ne pouvons rester ici, madame. L'ennemi peut surgir d'un moment à l'autre. Songez à vous mettre à l'abri. À l'abri? Est-ce que l'empereur est à l'abri, lui? Chère maman, écoutez les conseils de la duchesse de Bassano. Partez pour le château de Navarre. Là, vous serez à l'écart des combats. À l'écart, toujours à l'écart. Je n'irai que si tu m'accompagnes. Partez avec ces dames. Je vais chercher mes enfants à Paris et je vous rejoins plus tard dans 2 jours. L'empereur. Dieu, que fait l'empereur? Ne craignez rien, maman. Je vous rejoins dans 2 jours. Madame de Remusa, prenez bien soin de l'impératrice. Vous savez combien elle est fragile.
sinistre. C'est glacial cet endroit. Nous voulons nous dormir. On va rester ici. Oh, mes enfants. Oh, vous êtes là. Enfin. Votre voiture a eu toutes les peines du monde à se dégager de l'encombrement. Jusqu'au-delà de Rambouillet, la route est remplie de voitures. Donne-moi des nouvelles de l'empereur. Eh bien, je n'en ai pas. Les bruits les plus contradictoires courent dans Paris. Et puis, comment avoir des nouvelles? Toute la cour partait pour Blois en ne pensant qu'à son salut. Ici, ce n'est guère mieux. Les événements se sont aggravés, s'il se peut. Le Sénat vient de nommer un gouvernement provisoire. Et savez-vous qui en est le président? Fouché. Non. Monsieur de Talleyrand. J'aurais dû penser en premier, maudite girouette. Je savais bien qu'un jour, il nous trahirait tous. Maman, pardonnez-moi de vous réveiller, mais nous avons la visite de Monsieur de Motion. Qui est Monsieur de Motion? Un ami de mon mari, Votre Majesté. Il a fait un détour par Navarre pour m'apporter quelques nouvelles. Oh, mon Dieu, comment va l'empereur? Lui va bien, madame. Maman, Paris a capitulé. Mon Dieu, monsieur, mais qu'allons-nous devenir? Monsieur de Motion, avez-vous vu Monsieur de Rovigo? Nous allons être chassés. Exilés? Guillotinés peut-être? Et si le roi revenait? Oh mon Dieu, le roi revenait. C'est affreux. Mon Dieu, que le spectacle d'une cour n'est pas beau dans les jours de malheur. Et si le roi revenait? Monsieur, s'il vous plaît. Mesdames, je vous en prie, un peu de tenue. Monsieur, donnez-moi des nouvelles de l'empereur. Je considérais comme un privilège d'avoir le plaisir de rencontrer Votre Majesté. Et voilà que ce que j'ai à lui dire m'est bien pénible à exprimer. L'empereur est mort? Non, madame. Mais l'Empire est tombé. Et le Sénat vient de voter la déchéance de l'empereur. Que j'envie sa femme d'être auprès de lui. Si on le jette en prison, elle s'y enfermera avec lui. Moi, je ne pourrai rien pour lui. Rien. Mais l'empereur ne sera pas jeté en prison, madame. Il partira en exil. En exil? Je partirai avec lui. L'autre ne l'aime pas assez pour le suivre. Mais j'accepterai tout. L'exil, la solitude, la misère, mais du moins je serai avec lui, près de lui. Oh, monsieur, prenez quelques repos, mais je vous en prie, repartez aux nouvelles. Si le roi revient, qu'allons-nous faire? Comment se comporter? Nos biens seront-ils confisqués? Et nos titres seront-ils reconnus? Mais peut-être serons-nous jetés en prison aussi. Ou exilés. Vous qui avez connu les carmes. N'avez-vous pas peur? Mesdames, je crois qu'il serait barbare, et pour vos vies très dangereux, de vous garder plus longtemps auprès de moi. Je prends à compte tout le danger qui nous menace, et je vous rends votre liberté. Voilà Monsieur de Motion qui revient. Quel jour sommes-nous? Le 8 avril. Oh, Monsieur de Motion, merci d'être venu si vite. Comment se porte l'empereur? Votre Majesté, l'empereur vient d'abdiquer. Où est-il? Au château de Fontainebleau. Madame de Rémusat, ne perdons pas un instant. Faites préparer la voiture et quelques bagages. Nous partons dans 1 heure. Mère, les routes sont dangereuses. Est-ce bien prudent? Votre Majesté, ne partez pas pour Fontainebleau. L'empereur s'est enfermé dans ses appartements. J'ai toujours su lui faire ouvrir sa porte. À part l'impératrice et son fils, il a fait dire qu'il ne recevrait personne.
Maman, cette fois-ci, c'est peut-être l'impératrice Marie-Louise qui vous ouvrirait la porte. Madame, votre place est à la Malmaison. Vous n'y risquez plus rien et c'est de là que vous pourrez le mieux aider l'empereur. Ai-je l'honneur de parler à Sa Majesté l'impératrice Joséphine? Monsieur de Ménard, pour vous servir. Je suis envoyé par le duc de Berry, qui passe quelques heures ici à la tête des troupes de Sa Majesté le roi. En passant auprès du château de Navarre, il a envoyé votre serviteur. Il vous demande s'il vous serait agréable de rentrer à Paris sous bonne escorte. Comment le duc de Berry sait-il que nous rentrons à Paris? Saluez de ma part le duc de Berry. Dites-lui que la reine de Hollande et moi-même le remercions de sa bienveillante proposition, que nous y sommes sensibles, mais que nous rentrerons par nos propres moyens. Mes pauvres enfants, qu'allez-vous devenir de ce monde qui se prépare? Allez-vous connaître la prison, vous aussi? Toi, ma petite fille, que vas-tu devenir? Et Eugène? Allez-vous connaître de nouveaux bourreaux? L'empereur, vers quel exil va-t-il partir sans moi? Des nouvelles de l'empereur. Parlez! Les maréchaux se sont tous ralliés à Louis XVIII. Votre Majesté, l'empereur a tenté de se suicider cette nuit. Est mort? Non, madame. Le poison n'a pas fait d'effet. Hortense! Je t'en supplie, cours. Cours chez l'impératrice Marie-Louise. Parle-lui, explique-lui. Peut-être qu'elle n'a pas compris combien il a été malheureux de vouloir se supprimer. Peut-être qu'on lui a caché la vérité. Dis-lui qu'elle l'entoure de toute sa tendresse, comme j'aimerais pouvoir le faire moi-même. Va, ma chérie, je t'en supplie. Je risque une humiliation, est-ce bien nécessaire? Et lui, n'est-il pas humilié? Alors, qu'a-t-elle dit? Hein? Qu'a-t-elle fait? Rien. Elle ne fera rien. Elle m'a reçu 2 minutes et debout. Elle m'a promis que l'empereur ne serait pas abandonné. Elle est partie pour Fontainebleau? Non, elle allait rejoindre son père à Rambouillet. Mère! Revenez! Mère! Mère! Revenez! Vous voyez bien qu'il n'y a personne. Cette fois-ci, il n'a pas ouvert. Son Excellence, Monsieur le Duc de Polignac. Je remercie Votre Majesté d'avoir bien voulu me recevoir.
Prenez place, monsieur. Excusez-moi, je ne suis pas en très bonne santé. Je n'abuserai pas. Sa Majesté, le roi Louis XVIII, m'a délégué auprès de votre Majesté afin de lui transmettre ses sentiments respectueux. J'en suis flattée. Elle m'a chargé également de vous remercier pour l'attitude compatissante que vous avez montrée envers le duc d'Enghien. Je profite d'ailleurs de l'occasion qui m'est offerte pour vous remercier également de m'avoir sauvé la vie en intercédant auprès de l'empereur. Je n'ai suivi que la pente de ma nature qui doit être charitable. Le roi m'a chargé également de vous annoncer que votre pension serait prolongée à vie. Vous n'auriez aucun souci à vous faire pour l'avenir. Il a même ajouté que votre présence à la cour serait considérée comme un honneur. Vous remercierez pour moi Sa Majesté de tous les bienfaits dont elle m'honore. Il fut un temps où j'aurais accepté son retour avec bonheur. J'ai même œuvré en ce sens, en prenant quelques risques dont vous avez la bonté de vous souvenir. Monsieur de Polignac, le temps a passé. J'appartenais, et j'ai toujours appartenu par la naissance et par le cœur à l'Ancien Régime, ce que beaucoup ne m'ont jamais pardonné. La vie m'a consacrée dans le nouveau. Mais l'heure de gloire est passée avec le temps. Je préfère aujourd'hui la solitude de l'empereur. Nos deux destinées, longtemps parallèles, convergent enfin. Vous êtes venu trop tard. Eugène, Ma petite sœur, enfin tu es revenu. comment va notre mère? Pas très bien. Elle a pris froid. Mais comment se porte la princesse Augusta et les enfants? Bien, ils se sont réfugiés chez mon beau-père. À Milan, la situation est terrifiante. Le peuple s'est soulevé. Prina a été assassinée. Le pays est devenu ingouvernable. Je ne sais vraiment pas comment nous vivrons demain. Comment est la situation ici? Elle a évolué favorablement depuis quelque temps. Le tsar Alexandre nous a rendu des visites fréquentes. Il se plaît en notre compagnie. Il m'a promis de s'occuper de notre avenir. Tu lui plais, quoi? Il m'a promis un bel établissement. Voilà qui doit te faire plaisir. Il m'a promis de m'introduire auprès du roi. Nous pourrions être présentés ensemble. Roi? Tu n'y songes pas? Et pourquoi pas? Tout Paris y court en ce moment. C'est à qui demandera sa part du gâteau. On y rencontre les gens du meilleur monde. Pourquoi pas nous? Mais la fidélité, Hortense. L'honneur. Je ne sais pas si je pourrais rester jusqu'au bout. Patience, Eugène. Fais comme moi, baisse les yeux. Vous n'imaginez pas, ma chère mère, l'émotion qui s'est peinte sur le visage de monsieur, le frère du roi. Il se lève en me voyant, vient au-devant de moi, me bénit. Il me prend ensuite dans ses bras et me dit « Mon cher enfant, je serai pour vous le père que la Révolution vous a enlevé. » Et que lui avez-vous répondu?
Rien. L'émotion me nouait la gorge. À quoi pensez-vous, ma mère? Je songeais à l'absence de l'empereur. Dieu merci. Vous êtes auprès de moi, mes enfants. Et toi, Hortense, que t'a dit le frère du roi? Il m'a dit que le tsar lui avait fait beaucoup de compliments sur moi. En conséquence, il me donne Saint-Leu. Je ne suis plus reine d'Hollande, mais duchesse de Saint-Leu. N'est-ce pas merveilleux? Un vrai titre comme autrefois. Dites à Madame de Rémusat de venir. C'est vous, Madame d'Aiguillon. Comment se fait-il que Madame de Rémusat soit absente? Elle s'excuse auprès de votre Majesté, mais elle ne sera là que demain. Merci. Allez vous reposer. Un instant, s'il vous plaît. Dites-moi où est Madame de Rémusat, j'insiste. Elle reviendra demain? Elle ne reviendra pas. Elle est aux Tuileries, n'est-ce pas? C'est dans la logique des choses. Bonne nuit, madame. Thérésia, je vous en prie. Je vous remercie de me recevoir. Pardonnez-moi si je viens le matin, mais je ne voulais pas être mêlée, ou vue, si vous préférez, avec les gens qui accourent l'après-midi à la Malmaison. Que je vous regarde, chère Thérésia. Il y a combien d'années que nous nous sommes vus? 10 ans. Vous me trouvez changée, n'est-ce pas? Vous êtes toujours belle. Un peu plus épanouie, mais si belle. J'ai eu 7 enfants. Comment se porte ma filleule? Rose Thermidor se porte bien. 7 enfants, dites-vous? 3 de Taliens, 4 d'Ouvrard. Je les ai élevés aussi bien que possible, malgré les aléas de la vie. Il faut reconnaître que Julien Ouvrard s'est montré généreux. Puis j'ai rencontré le prince de Caraman-Chimay, le saviez-vous? Je l'ai appris, en effet. Il m'a épousée, contre l'avis de toute sa famille et avec la malédiction de son père. Je vis seule dans un château de Belgique. Je vais regagner d'ailleurs dès la fin de cet entretien. Ce sera mon dernier voyage. Qui sait? Je le sais. J'ai eu l'imprudence de demander une audience au roi qui l'a refusée. J'ai eu tort, je le regrette. Le temps de l'ambition est terminé pour moi. J'y songeais avec écœurement en voyant tous ces courtisans se presser à l'antichambre du roi. Et maintenant, qu'allez-vous devenir? Je vais rentrer dans ma maison. Je veux y faire ma paix avec Dieu. Voyez-vous, il est grand temps que je songe au salut de mon âme. Je n'ai que trop péché. Vous ne dites rien? Je vous regarde et je vous admire. Savez-vous à quoi je pensais? Depuis que le tsar me fait l'honneur de venir ici, on se rue pour me demander mes faveurs. Et je me disais en vous regardant, voilà enfin quelqu'un qui ne me demande rien. Qui ne sollicite que le salut de son âme et qui ne revendique
l'expiation de ses fautes. La religion m'a été d'un grand réconfort. Vous ne pensez jamais à Dieu? Jamais. Vous ne le regrettez pas? Non. Tout ce que j'avais d'élévation et d'ardeur, je l'ai donné à l'empereur. Même après avoir été repoussé? Surtout après avoir été répudié, loin de sa folle ambition et de ses vains soucis dynastiques. Il m'appartient. Et aujourd'hui, il est à moi. Nous nous parlons d'un exil à l'autre et nous vivons enfin d'un amour très pur. Vous l'aimez donc à ce point? Oui. Mais je l'ai aimé trop tard. Je l'ai aimé quand il ne m'aimait plus. Je l'avais trop fait souffrir. Nos amours se sont croisés. Et c'est moi qui ai souffert depuis. L'exil. Toujours l'exil. Et c'est à vous que je dis cela, Thérésia. Comme la vie vous a changé, Rose. C'est vrai, je m'appelais Rose. Et quelle chance vous avez encore. Ne m'a jamais quittée, malgré la douleur. Je prierai pour vous chaque jour. J'appellerai sur vous l'espoir d'une vie meilleure. Merci, Thérésia. Nous arrivons au bout de la route et je n'espère plus rien. Je n'attends que la mort. Il m'est venu comme une lassitude mortelle des hommes. Il vous reste votre amour. Je l'emporterai avec moi. Où? Puisque vous ne croyez pas en un au-delà. Je ne sais pas. Là où Bonaparte voudra. Parlez. Comment allez-vous? Je vais bien. Je vais tout à fait bien.
Ce n'est pas notre faute si nos tableaux sont chargés des couleurs de l'immoralité, de la perfidie et de l'intrigue. Nous avons peint les hommes d'un siècle qui n'est plus, puisse celui-ci en produire de meilleurs et prêter à nos pinceaux les charmes de la vertu. Marquis de Sade.